Bienvenue sur Vie ta meilleure vie, le podcast catalyseur de ton passage à l'action pour créer ta meilleure vie. Je suis Fanny Butler et je t'invite à découvrir dans ce podcast le parcours de différentes personnes qui vivent leur best life. Tu trouveras également dans les épisodes solo des conseils actionnables tout de suite pour améliorer tous les aspects de ta vie. Si tu te sens coincé, que t'as pas beaucoup d'énergie, que t'es pas aligné et que tu ne kiffes pas ta vie, ce podcast est fait pour toi. Tu vas trouver inspiration et outils concrets pour créer ta version de ta meilleure vie. Rendez-vous tous les lundis 8h et si tu aimes le podcast, n'oublie pas de donner une note de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute et un petit commentaire. Cela permet de transmettre le message. Bonne écoute. Bonjour Caroline et bienvenue sur le podcast Vie ta meilleure vie. Et bien tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. C'est un honneur pour moi de te recevoir sur le podcast. Honneur partagé Fanny, je suis ravie et je sens qu'on va vivre notre meilleur épisode. Donc il y a plus qu'à. Voilà, pourtant ça a été un petit peu un challenge technique jusqu'à présent, mais tout va bien, on est là. Donc ma première question, Caroline, c'est ce podcast s'appelle Vie ta meilleure vie. Alors est-ce que tu peux nous expliquer à quoi ressemble la meilleure vie de Caroline Mignot? Ma meilleure vie, alors là, c'est la question à $1 million. Ma meilleure vie, c'est une vie, je pense, pleine d'amour. De l'amour que tu puisses en avoir dans le milieu du travail, de la part de ta famille, de tes amis, mais c'est un bel entourage. Je pense qu'on aspire tous à ça. Intrinsèquement. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux un petit peu expliquer toutes les choses que tu fais parce que tu es une personne qui est multipotentielle, tu fais 15 000 choses et je n'ai jamais eu quelqu'un qui était autant à la gâchette avec LinkedIn. Dès qu'on t'envoie un message, c'est à la seconde près que tu réponds. Comment tu fais pour faire tout cela? Ah bah déjà, tu me fais plaisir, Fanny, et j'espère que ça donnera pas la rage à certains parce que non, je réponds pas à la seconde. Et d'ailleurs, je m'excuse parce que il y a là notamment, tu vois, il y a eu toute la période des vœux et mon anniversaire, donc j'ai reçu énormément de messages et parfois de façon complètement involontaire. Non, je réponds pas à tout le monde. Oui, ça peut me prendre beaucoup de temps de répondre aux gens. Par contre, ce que je fais, Fanny, c'est que quand je sens qu'il y a des gens qui sont d'une gentillesse extrême, qui sont là toujours pour mettre en place des choses et qui ont besoin d'aide, bah évidemment, ils sont un peu au sommet de ma liste. Donc je pense que c'est ce qui s'est passé avec toi. Tu as eu de la chance parce que pour le reste, on fait vraiment du mieux qu'on peut, mais on n'est jamais jamais parfait. En tout cas, voilà, j'ai la passion des gens, j'ai la passion de transmettre ce que j'ai compris et du coup, j'essaye au maximum de me tenir disponible et je pense que du coup, c'est une disponibilité qui est non feinte, qui fait que oui, je peux répondre un week-end, oui, je peux répondre à 2h du mat et en fait, dès que j'ai mon téléphone dans la main et que je reçois une sollicitation et que c'est quelqu'un que j'ai le pouvoir et la capacité de renseigner ou d'aider, bah pourquoi s'en priver quoi. C'est un plaisir, en tout cas pour moi. Ok, bah écoute, c'est absolument magnifique. Alors pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas encore, donc tu es la cofondatrice de Refer et de Reachmaker et tu es aussi très connue pour ton podcast qui s'appelle Marketing Square, qui est la référence dans le marketing. Et en fait, est-ce que tu peux nous expliquer, parce que je pense que ce n'est pas les seules choses que tu fais, est-ce que tu peux nous donner une image de tout ce que tu fais, que ce soit professionnellement, mais aussi comment tu trouves l'équilibre avec ta vie personnelle? Alors, ce que j'ai fait pendant 10 ans, c'est que j'ai fait du growth marketing, c'est-à-dire du marketing de performance, c'est-à-dire que j'ai essayé de craquer comment est-ce qu'on pouvait avoir le maximum de résultats. Donc, des résultats en marketing, c'est plus de visibilité, plus de leads, donc plus de gens, par exemple, dans ta base de données, ou alors plus de ventes, donc générer plus de cash le plus rapidement possible. Et en fait, je me suis rendu compte au bout de 10 ans que j'avais la chance d'être aux États-Unis et là-bas, ils craquent les choses en général plus vite que nous. Et du coup, je me suis rendu compte que là-bas, 2 leviers énormes pour aider les entrepreneurs, c'était le referral, donc le fait que des personnes en interne ou en externe de ta boîte recommandent ton produit ou ton service, et le partenariat, qui est le fait de, en fait, aller chercher des acteurs de ton écosystème, connecter avec les gens qui ont déjà des clients à toi, pour aller voir comment est-ce que tu pouvais aller toucher des plus larges audiences et faire des choses qui ont plus de sens pour tes clients et qui te permettent de rayonner davantage avec le moins de ressources possible. Je me suis rendu compte que ces 2 canaux, ils étaient complètement sous-exploités en France. Ok. Et du coup, j'ai lancé 2 boîtes. Il y a une boîte Richmaker qui permet aux marques, un peu version mythique des entreprises, de trouver le bon partenaire et on leur propose en fait des activations qui leur permettent d'aller plus vite, plus loin avec le bon partenaire. Et à côté de ça, il y a Refer qui est une application qui te permet d'aller chercher ce dont tu as besoin dans ton réseau. Et Refer se spécialise sur notamment les entrepreneurs qui veulent avoir les contacts de leurs investisseurs. Et en fait, on le sait toutes les deux, faire des mises en relation, ça prend un temps fou. Moi, ça me
me prenait presque 1 heure par jour à un moment. Et du coup, je me suis dit, comment je peux automatiser ces mises en relation? Comment je peux faire en sorte que ça se fasse de façon plus fluide? On a tous eu des recommandations où, en fait, on nous mettait directement dans la boucle. Salut Caroline, tu devrais parler à Fanny. D'ailleurs, elle est dans la boucle. J'espère que tu as du temps la semaine prochaine. C'est, tu vois, c'est des choses qui sont pas faites toujours dans les règles de l'art. Donc, l'idée avec Refer, c'est de rendre le referral, la recommandation, plus facile pour les trois personnes. La personne qui introduit, la personne qui fait la demande et la personne qui reçoit. Donc, voilà, ces 2 projets m'animent énormément. Ils vont un peu dans le même sens, c'est-à-dire comment créer du marketing plus frugal, comment faire en sorte que le marketing soit moins détenu par les régies, des Google Ads, des Facebook Ads, et en fait passe plus de la main à la main, ce que j'appelle le peer-to-peer marketing. Et au sein de cette vision, il y a du média, et ça, c'est ce que les gens voient. Et c'est pour ça qu'en général, on se dit, oh, elle a un podcast, elle a une chaîne YouTube, elle a un compte LinkedIn, elle prend la parole sur Clubhouse, elle fait des conférences. Mais pour moi, c'est vraiment, tu vois, des éléments d'un même système. Ouais, ok, ben merci pour cette explication. Et je pense que si je peux ajouter une chose, dans tout ce que tu fais, il y a une chose que je retrouve qui est l'élément central, c'est l'humain. Tu vois, comparé à tous ces trucs quand tu partages sur Google Ads, ou tout ça, c'est plus du tout, c'est désinhumanisé. Et toi, tu replaces l'humain au cœur du marketing. Et c'est ça que je trouve magnifique. Et donc, on voit tout de suite, tu es une entrepreneuse à différentes facettes. Et est-ce que tu rêvais de faire ça quand tu étais enfant? Pas du tout. Je voulais être journaliste. Je voulais être journaliste. J'ai D'accord. suivi les traces de mon papa. Alors évidemment, enfant, je voulais être journaliste. Après l'adolescence a sévi, on veut pas faire comme ses parents. Donc j'ai voulu être prof de français. Je suis tombée pendant la grève de la fac. Donc 2 ans de grève, ça m'a un peu giflé. J'ai lancé le BDE de ma fac, le bureau des étudiants. Oui. Et là, je commence un peu à prendre, tu vois, cette passion des gens. Je commence un peu à prendre sous le bras tout ce qui était l'intégration des étudiants étrangers, la partie événementielle, où est-ce qu'on les emmène en vacances, quand est-ce qu'on organise des soirées, et aussi la partie management. Je manage une équipe de 15 personnes qui sont le staff pendant les événements, tout ça. Et là, je suis comme un poisson dans l'eau, Fanny. Là, je me dis, en fait, être prof, ça m'aurait plu, mais là, c'était pas possible tout de suite. Donc, j'ai fait ça pour l'instant. J'ai fait le BDE, du coup, pendant 1 an, 1 an de grève. Et là, ma mère m'a inscrite au CELSA dans mon dos. C'est l'école de communication de la Sorbonne. C'est une fac, D'accord. école, en gros. Et c'est l'école qu'avait fait mon père. Et du coup, c'est un petit peu, c'est une école qui fait vraiment de la communication, mais sous l'angle psychosociaux. Il y a un aspect très éditorial, tu vois. On t'apprend pas, on te prépare pas au métier de la com. C'est vraiment dans l'idée, comprends ce que les gens ils ont dans la tête, réfléchis la sociologie en fait de la communication. Et ça m'a passionnée et ça m'a amené droit vers le marketing. Tu vois, et pas les métiers de la com, vraiment le marketing. Qu'est-ce que les gens y pensent, qu'est-ce qu'ils regardent, c'est quoi les tendances, et ça m'a complètement réconciliée avec le côté, tu vois, j'aime les gens, mais le marketing, c'est pas entuber les gens. Le marketing, c'est au contraire mettre un peu des paillettes dans la vie des gens et comprendre leurs usages et faire en sorte qu'il y ait le moins de friction possible dans leur vie et que tout paraisse plus simple, plus utile et plus joyeux. Ok, magnifique. Alors écoute, là tu as fait un petit peu une image de ton parcours en accéléré. Est-ce qu'on peut revenir pour bien comprendre quelle a été ton évolution à toi? Donc déjà, d'où tu viens, que faisaient tes parents et qu'est-ce qui se passe dans ton enfance? Allez, c'est parti, magnéto Serge. Alors, mon père était journaliste Ouais, et ma mère était directrice de crèche. ok. Je suis née et j'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai eu une enfance hyper dorée, hyper sympa, très aimée par mes parents, des parents qui m'aiment quoi que je fasse, qui m'ont toujours acceptée comme j'étais. La devise de ma mère que j'ai entendue toute mon enfance, c'est «Fais au mieux». Et tu vois, c'est un truc que j'ai retrouvé à fond plus tard dans la communication non violente, dans toutes en fait les branches philosophiques qui m'ont aidée même dans ma carrière d'entrepreneur. Il y avait ce truc de: «Écoute, c'est pas parfait, c'est pas grave, tu pas la plus intelligente, tu pas la plus drôle, tu pas la plus belle, mais en fait, c'est OK, sois toi-même et c'est toi qui te fais ta place, et surtout, il y a toujours de la place pour ceux qui sont heureux, ceux qui donnent, laissent la part belle aux autres, ceux qui partagent». Et du coup, voilà, j'ai eu une enfance et une adolescence un peu, marquée par ça, tu vois, aimée par mes parents, pas pourri gâté, mais j'ai vraiment manqué de rien et mes parents étaient très à l'écoute de moi et je pense que ça m'a aussi aidée, tu vois, à vouloir offrir ça aux autres. Puis, j'arrive dans la vie après mon bac en me disant, je rêve, d'être journaliste ou prof de français. Sauf que j'ai eu des lycées qui étaient assez durs.
On était OK. vraiment, tu sais, ça s'appelle des boîtes à bac dans le jargon. J'ai eu des lycées où ils cassaient un peu les élèves et on n'avait Mmh. pas le droit de faire grand-chose et c'était un peu des univers répressifs et du coup, en sortant du lycée, je me Mmh. suis dit: «Je veux aller à la fac», ça me faisait rêver. Déjà, OK. j'avais trop Mais qu'est-ce qui te envie. faisait rêver? La liberté, en fait, de la fac? Ouais, la liberté, je vois des gens qui vont en cours en pyjama. Moi, en fait, genre, Ah! c'était hyper strict là où j'étais et c'est vrai que j'ai eu une éducation aussi assez stricte. Mes parents, Mmh. tu vois, ils rigolaient pas du tout avec les résultats scolaires. Mmh. Ils étaient pleins d'amour, mais par contre hyper stricts. Mmh. Et quand j'ai vu la fac, en fait, moi, j'avais tout sauf envie d'aller dans une école privée. J'avais envie d'aller en cours en pyjama, comme tu as dit, la liberté et Mmh. aussi la mixité. C'est un truc dont j'ai OK. beaucoup manqué, c'est que moi j'ai été, très, rapidement en fait dans un petit milieu. J'ai fait un bac littéraire, donc tu vois? OK. Classe de 20 personnes avec qui tu passes 2 ans. On était vraiment tous les mêmes sociotypes, des parents Mmh. qui sont soit profs, soit fonctionnaires, mais OK. en tout cas, tu vois, ce côté, les études, tu ta liberté, mais il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire la bonne prépa littéraire, il faut faire Cannes, il faut Mmh. faire Hippocagne, il faut faire la belle école. Et en fait, j'ai à côté de ça, tu vois, quand j'ai commencé à faire la fac, je suis devenue ouvreuse à l'Opéra de Paris et Ah là, c'est la ah. première fois de ma vie où en fait, je me dis: «Ah là là, j'ai une vie tellement riche de gens qui sont OK. différents de moi et j'apprends Mmh. tellement plus vite dans cet environnement». Mmh. Donc voilà, la fac, ça m'a vraiment apporté ça. J'ai vu des gens qui étaient pas, des clones de moi, en fait et c'est pour ça, je pense que ça m'attirait à l'époque aussi, tu vois, cette diversité. Ouais, d'accord, OK, je vois. Donc en fait, c'était vraiment ton milieu social qui était pas du tout hétéroclite, en fait. Il était Ouais. très, Mais je pense c'est la comme même chose personne. partout, ouais. Je Mmh pense un mh. peu comme personne, tu vois? Mais peut-être que dans le public, quand tu es dans le système Mmh mh. public, je pense qu'il y a un peu plus de ça, tu vois? Et encore, ça dépend les arrondissements. Je pense que tu vas dans le 7e, c'est quand même assez lissé. Mais en tout cas, le microcosme parisien, je le Mmh. trouve difficile, je trouve que c'est difficile de s'aérer quand tu grandis à Paris comme ça et que tu suis un parcours privé Ouais, et cette bouffée d'air frais, je l'ai eu dans l'enseignement plutôt public, tu vois? Dans lequel je suis restée OK. après. Et donc, qu'est-ce que c'est cette fac que tu fais? Du coup, c'est la fac de Paris 1, du coup la Sorbonne, ça s'appelle le OK. CELSA et la première fac que j'ai fait, pardon, c'était Paris Oui, 3. C'était Paris OK. 3, donc j'arrive à Et c'est Paris quel 3. sujet? Ah pardon, c'est lettres modernes D'accord, OK. et là je veux être OK, prof de donc vraiment français. littéraire, ouais, ouais, ouais. Littéraire, sauf que j'ai Ouais, pratiquement jamais eu cours. C'est pour ça, tu vois, là, mon réflexe, c'était de te dire: «Non, j'ai pas», enfin, Paris 3, j'y ai vraiment pas trop mis les pieds. Par contre, je me suis beaucoup investie, dans OK. la vie, du coup, du bureau des étudiants qu'on a fondé avec des copines et c'est Ouais, là, en fait, où je me dis: «Ah mais j'ai envie de faire de la com, j'ai envie d'étudier les OK. gens, les comportements, les usages» et voilà. Mais effectivement, je voulais faire lettres modernes et je m'étais inscrite et je suis restée, du coup, 2 ans dans Mmh cette mh. fac, Mmh. mais j'ai dû faire, je sais pas, en cumulé 4 mois de cours parce que c'était la grève tout le temps, quoi. Ouais, d'accord. OK, d'accord. Donc en fait, tu vas dans cette fac. À la base, tu dis: «Je vais en lettres» parce que c'était ton parcours, que tu avais suivi, c'était la direction, sans trop te poser de questions, à te dire: «Je veux faire ci ou ça plus tard». Tu découvres, vraiment tout ce côté organisationnel, événementiel et le contact avec l'humain. En fait, c'est marrant parce qu'on voit déjà, là, maintenant, le premier indice sur le côté humain que tu recherches avec, créer des réseaux entre humains Mmh. pour que, il y ait quelque chose qui se passe, quoi. OK. Tu forte, Fanny, je l'avais pas vu comme ça, mais tu as complètement raison, ouais. J'aimais bien déjà les groupes d'humains. Ouais. OK et bah, tu vois? Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Donc une fois que tu as fait ces 2 années où tu as fait 4 mois de cours et beaucoup de grèves, où tu as juste, développé tes 1 armes dans l'organisationnel et la com. Alors ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me rends compte que j'ai vraiment envie de bosser, en fait et OK. je fais une année d'alternance, chez Mmh. Virgin. À l'époque, c'était comme la Ouais, Fnac et en fait, surtout ouais. à l'époque, il y avait, je me sens tellement vieille quand je te dis ça, mais en fait, il y avait une scène, musicale, il y avait Ouais. une programmation et en fait, Mmh. le Virgin, notamment des Champs-Élysées, c'était un peu une salle de concert. Il y avait, genre 2-3 événements par semaine avec des stars mondiales qui venaient. Je te jure, non mais sans ironie. C'était, c'est maintenant, tu vois, les séances de dédicaces, c'est des trucs, il y a pas grand monde, mais à l'époque, Ouais. il y a 10 ans,
C'était il y a plus de 10 ans, oh là là, il y a 15 ans. C'était la folie. Il y avait tout le temps des stars qui venaient. Il y avait genre Mariah Carey, les Jonas Brothers. Enfin, il y avait toutes les grandes stars OK. qui passaient par le Virgin Megastore des Champs-Élysées et qui faisaient des concerts gratuits. Et il se trouve que moi, du coup, à ce moment-là, je prends une alternance en tant que social media manager chez Virgin. OK. Et je fais une alternance de ouf avec un tuteur. Alors évidemment, c'était comme toutes les entreprises, surtout dans un secteur qui bat de l'aile, parce que ça Mmh. commençait en fait, c'était OK. l'arrivée des fan pages, Facebook, c'est l'arrivée du Mmh. social media, il y avait déjà le téléchargement illégal. Donc en fait, OK. l'activité Virgin, elle battait de l'aile, tout ce qui était bien culturel numérique, tout ça, ça marchait pas. Ils faisaient des livres numériques, tout ça, c'est vraiment, donc il y avait pas une mauvaise ambiance, mais je suis tombée en Mmh. plein plan social, hein, pour vous raconter rapidement. Et malgré Mmh. tout, j'ai eu un tuteur de ouf. J'ai connu tous les problèmes de l'entreprise, le job avec, une très forte pression, travailler tout Ouais. le temps en gagnant 800 balles par mois, un management hyper toxique, pas de la part de mon manager, mais de la part du chef de service qui était du Mmh. genre à m'enfermer dans son bureau en disant: «Je sais que je te mets mal à l'aise». Donc voilà, il Waouh, y a eu, creepy! ouais, 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 creepy. Et le mec, en plus, sa passion, c'était de manger du papier. Donc je vous passe les Ouh détails, là! mais genre franchement, j'ai eu, je pense, cette année d'alternance, elle a été hyper riche, mais par contre, j'ai eu un manager de malade qui m'a énormément, énormément aidée, qui s'appelait Anthony Augendre, qui bosse chez MTV maintenant. Et le mec était un vrai passionné, il m'a laissé beaucoup de liberté. Je me suis éclatée cette année-là et je me suis éclatée, comme je te dis, dans une entreprise qui était, je pense, au pire moment, Ouais. du coup, de son activité, avec beaucoup de gens qui se faisaient virer, tout ça. Mais j'ai adoré et je me suis rendu compte à ce moment-là que j'adorais le terrain. Et ce qui est un truc qui est OK. toujours très palpable chez moi, tu vois, j'ai un petit peu, plus d'amour pour, l'opérationnel que pour la stratégie, ce qui est hyper rare chez Oui, les entrepreneurs. oui, j'allais dire ça c'est pas très entrepreneurial comme mindset ça? Ouais, Mmh. j'ai en fait, alors ça m'a pas mal aidée quand même dans ma carrière parce que justement le fait de pas avoir, horreur de l'opérationnel, ça fait que Ouais. souvent tu es un peu meilleur en stratégie parce que, tu as compris des trucs sur le terrain, OK. que les autres voient pas à travers leur vitre sans teint. Quand juste tu te salis Mmh. pas les mains et que tu te dis Ouais. juste: «Fais ci, fais ça» et tu regardes les chiffres à la fin. En fait, Ouais. souvent tu as pas la granularité, et tu as pas la vision à 360 que tu as sur le terrain, la compréhension des métiers, tout ça. Mais par contre, effectivement, ça fait que, ce besoin d'être sur le terrain, dans l'opérationnel et tout, ça peut donner l'impression de l'extérieur que tu es pas stratégique et que tu es juste Ouais. quelqu'un qui dérisque les hypothèses les unes après les autres, un peu, tu vois, un Stakhanov de l'entrepreneuriat, du genre, en fait, elle a plein de réponses plus vite que les autres, mais parce qu'elle passe son temps à travailler et elle a du mal à prendre du recul. Donc voilà, c'est toujours pareil, c'est une question de juste mesure. Mais moi, j'ai toujours eu, effectivement un petit béguin pour l'opérationnel. Il faut faire attention parce qu'effectivement, plus tu es le nez dans ton truc, Mmh. moins tu as aussi de recul et moins tu peux mettre les choses en perspective. Donc Mmh. ça a un peu les défauts de ses qualités. Ouais, 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 tout à fait. OK, génial et donc ça, une fois que tu as été chez Virgin, qu'est-ce que tu fais? Une fois que j'ai été, chez Virgin, bah, je te la fais en accéléré, mais du coup, là, je reprends pour une année, théorique, du coup, parcours initial ou je sais plus comment ça s'appelle, mais en gros, OK. une année normale. Je me fais une Ouais. dernière année normale, du coup, au CELSA. J'apprends plein de trucs, j'ai une bande de potes de malades, qui sont toujours parmi mes meilleurs amis aujourd'hui. Pareil, des gens très, contrairement à mes amis qui ont fait des écoles de pub, de communication, le fait que ce soit une école publique, il y a beaucoup de diversité. Ouais. Beaucoup de diversité dans les profils, et ça, j'ai vraiment adoré. Et là, en fait, je suis très mauvaise en anglais parce que, moi, tous les soirs, pratiquement, j'étais ouvreuse à l'Opéra de Paris. En fait, les cours Ouais. d'anglais étaient le soir et du coup, je sèche, je sèche, je sèche et là, je me retrouve en master 2 et je suis genre dernière, du dernier groupe de niveau d'anglais. Voilà. Et en fait, j'étais hyper bonne élève, sauf en anglais. Et si tu veux, comme j'ai des petits soucis de dyslexie, OK. l'apprentissage des langues est hyper dur pour moi. Mmh. Ça, je savais pas d'ailleurs à l'époque, mais les langues, c'était un truc, il y avait rien à faire, tu vois? Et du coup, à ce moment-là, je me dis: «Bah, j'ai pas le choix, il va falloir que je parte à l'étranger pour mon stage de fin d'études». Et c'était hyper difficile parce que j'étais en couple avec mon copain, qui était plus âgé que moi, qui Mmh. voulait, le CDI, l'enfant, on habitait déjà ensemble, donc c'était un peu tout tracé. Et là, en fait, je décide de partir 6 mois à l'étranger parce que j'ai pas le OK. choix. J'y vais à reculons, alors que je trouve quand même un OK. job à New York pour 6 mois. Le mec voulait me prendre 2 ans, je lui dis: «Non, non, 6 mois, pas un jour de plus» et j'y vais vraiment, comme une enfant pourri gâtée, à OK. reculons. Genre, c'est le rêve de, tellement de personnes d'aller bosser à New Ouais. York avec un contrat sur plusieurs années et en fait, il va à reculons parce que toi,
tu voulais aussi cette vie à Paris bien rangée, tout tracé, ou c'était plutôt, c'était ce que ton mec de l'époque voulait et du coup, tu te pliais à ça? J'ai jamais eu besoin de m'y plier parce que c'était quelqu'un de très doux et de très gentil, mais je OK. pense que naturellement, j'ai une nature hypersensible et du coup, Mmh mh. j'ai beaucoup tendance à, ressentir via les autres Mmh. et le fait que lui ait ce désir, je l'avais très fort et intrinsèquement et très sincèrement. J'avais OK. envie de faire ma vie avec lui. Du coup, tout ce Ouais. qui le faisait rêver, je voyais pas du tout ça comme, une façon de me plier à ses Ouais, besoins et d'accord. sa vie. Mmh. C'était en fait ce qui te rend heureux, me rend heureuse et Ouais. je suis toujours, vachement comme ça, aujourd'hui donc c'est un vrai challenge, de comprendre qui on est quand on est hypersensible parce qu'on est Mmh. d'abord sensible aux autres avant d'être sensible à soi-même donc ça j'ai pu D'accord. démêler ces trucs-là plus tard dans ma vie. Mmh. OK. Donc là, tu pars à New York pendant 6 mois à reculons et qu'est-ce qui se passe quand tu arrives là-bas? J'arrive là-bas et là, en fait, je pète un câble parce que c'est exactement le genre d'ambiance, dont j'ai toujours rêvé, en fait. Moi, à ce moment-là, OK. je suis encore plus excitée par la vie que maintenant et en fait, j'ai toujours été, passionnée par les rencontres, Mmh. passionnée par, la diversité, la mixité, faire beaucoup de choses différentes. J'ai toujours Mmh. été un peu ce qu'on appelle une touche à tout. Ouais. Et là, j'arrive dans cette ville où en fait, il y a que des touches à tout quelque part. Ouais. Il y a pas grand monde qui est né ici. Il y a que des gens qui sont dans cet état d'émerveillement et qui Mmh. recherchent un peu la même chose, c'est-à-dire, rencontrer, échanger, transmettre, Mmh. briller, s'épanouir. Enfin, c'est une ville de passage. Ça a Ouais. des défauts. On en parlera peut-être aussi dans le podcast, mais en tout cas, quand tu arrives, tu prends un bain d'amour, Mmh. dont tu as jamais eu idée avant dans ta vie et du coup, j'arrive et je me fais, très rapidement des amis. Au bout de 2 semaines, Mmh. je commence à être invitée aux premières soirées et une fois que tu es invitée par une personne, que tu as fait une soirée, en fait, ça va très, très vite. Mais Mmh. voilà, les 2 semaines d'avant sont un peu longues, mais je m'en souviens encore pour te dire. À attendre que le téléphone sonne, bah, ouais, c'est hyper en fait, quand tu arrives en tant qu'expat comme ça et que tu connais vraiment personne, Mmh. il y a 2 semaines, en fait, dont tu te souviendras toute ta vie parce que, voilà, quand tu es habitué à avoir une vie sociale riche, tu as vraiment rien à faire et quand tu sors, en fait, tu es vraiment tout seul. Et quand tu dis, tu te souviens de quoi de cette semaine? C'est Je quoi qui te revient comme Le émotion? silence. Je me souviens que je suis dans une ville hyper bruyante. Silence. À ce moment-là, je suis, Ouais. 1er logement que j'ai pris, j'étais à Times Square pour ceux qui connaissent. OK. Pierre Gou d'ailleurs, hein, mais mais j'avais envie d'être dans ce quartier où il y a pas de nuit et où il fait tout le temps jour et en fait, je me souviens de la dichotomie entre le bruit Ouais. extérieur et la solitude de ma chambre. J'étais en coloc, mais avec des gens qui étaient beaucoup plus âgés que moi et du coup, OK. tu vois, c'était un peu 21h, tout le monde dans son cubicle et waouh, je me disais, ça résonnait tellement, il y avait tellement de lumière, tellement de stimuli dehors et parfois j'allais marcher et en fait, je croisais que des parties où j'étais pas, tu vois? Donc je passais D'accord. devant des restaurants et je voyais des gens dîner ensemble et en fait, je Ah! me disais: «Ouais, je marche, mais en fait, il y a personne qui m'attend nulle part» et voilà et c'était pas triste parce que je savais que ça allait se décanter, Mmh mh. mais c'est hyper bizarre comme sensation d'avoir la sensation quand tu arrives dans un nouvel endroit, tu es complètement déraciné et tu Mmh. pas l'impression que you belong, c'est un mot qui est difficile à traduire, mais tu pas l'impression d'appartenir encore à Ouais. cette terre, cette expérience. Tu as vraiment l'impression qu'en fait, c'est comme si tu étais en train de renaître et qu'il y a personne qui te calcule, personne qui sait qui tu Ouais. c'est hyper bizarre et en même temps, assez grisant. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes, s'expatrient aussi. Ça fait Mmh. aussi rêver. Et comment ça se passe avec ton anglais? Parce que c'était pas la joie quand tu es partie et donc tu es quand même partie à New York justement pour apprendre à parler anglais. Enfin, en tout cas, c'était une des raisons. Comment ça se passe? Écoute, une catastrophe au début parce que, comme je suis quelqu'un d'assez besogneux, j'adore travailler Mmh. et quand on me donne un objectif, en fait, je mets tout en œuvre pour l'obtenir. Donc je suis une acharnée de boulot. Donc j'avais énormément bien révisé les entretiens. Ouais. Et en fait, bah, je savais hyper bien répondre dans un contexte professionnel, mais alors OK. pour m'intégrer, me faire des potes, faire des blagues, enfin toute la partie un peu pratico-pratique de la vie, bah, ça sortait complètement du cadre. Donc non, j'ai eu vraiment du mal, au début, mais la chance énorme que j'ai eue, c'est que les Américains sont hyper mais c'est un truc de malade, Mmh. sont hyper accueillants et en fait, même si tu fais des fautes, même si tu sais rien dire à part commenter la météo, même si vraiment tu as l'impression d'avoir, le niveau de la dernière des truffes, ils vont tellement te mettre à l'aise, ils vont tellement essayer de t'inclure, de te comprendre, de te Mmh. valoriser quoi que tu fasses,
que tu vas finir par progresser et en fait, ils vont te réinviter. Et ça, c'est hyper difficile aussi à comprendre quand tu es habitué au microcosme parisien où Mmh. en fait, genre, dès que tu fais un truc un peu, critiqué, en fait, bam, ça tombe. Mmh. Et aux États-Unis, c'est vraiment un truc où, les gens, ils t'aiment déjà quoi que tu fasses et quoi que tu dises, un peu comme ma mère, tu vois? Ils sont un peu Ouais. là, bah, en fait, je vois que cette personne fait au mieux, donc I'm in. Ouais, Et c'est ouf. OK. Ah super. Et au niveau professionnel, comment ça se passe du coup dans, ce stage qui était censé être un stage de 6 mois? Au niveau pro, c'est un peu la cata parce que comme je t'ai dit, j'ai vachement, travaillé pour avoir ce poste et en fait, ce qui s'est passé, c'est que de base, j'avais postulé pour un stage de 6 mois. Mmh Le mh. mec me propose un boulot pendant 2 ans Mmh. et moi, je fais un peu ma princesse et je lui dis: «En fait, ce sera 6 mois, pas un jour de plus. Par contre, je viens, tu me fais un CDD, je te mets en place toutes tes plateformes digitales, je fais la passation et je me casse» et voilà. En fait, ce que Mmh. j'avais créé mon poste en lui disant: «Ton agence de pub te coûte beaucoup trop cher pour faire un site internet. Moi, je vais OK. te mettre un» il y avait déjà du no-code à l'époque. C'est juste que ça s'appelait pas no-code, c'était moins sexy. Mais du coup, il y avait des CMS qui permettaient de faire très OK. bien des sites internet Ouais. et du coup, en gros, le deal, c'était ça. Sauf que, du coup, on m'a filé, un poste beaucoup trop lourd et important pour moi parce que, OK. le moment où du coup, j'arrive déjà, je suis phobique de l'avion, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie. J'arrive à New York et mon boss me dit: «Tiens, tu voulais refaire le site, la semaine prochaine, tu vas briefer notre nouvelle agence, à Los Angeles et c'est eux qui vont designer le nouveau site que toi tu vas, administrer et monitorer au quotidien». Et Mmh. là, je me dis: «Oh La waouh!» douche froide. Ouais, là, je me dis en fait, tu sais, le syndrome de l'imposteur quand, tu as réussi à décrocher un méga truc, mais parce Mmh mh. que tu le mérites, tu l'as bossé comme un malade, mais Mmh. qu'en fait, là, tu te dis: «Ah bah, maintenant, en fait, va falloir assurer». Mmh. Maintenant, en fait, le niveau d'attente que j'ai créé en bossant comme une malade mes entretiens, il faut que Mmh. pas un jour dans ma prise de poste, pas un jour dans cette année, en fait, je sois en deçà. Et là, en fait, quand je me suis dit: «Putain», genre une semaine après, donc j'avais 21 balais, 21 ans, je me dis: «Une semaine après, je suis en train de briefer une équipe de 5 mecs dans une agence de pub en plus». Le pire Ouais, environnement quand tu es une nana, parce que les ouais. mecs d'agence de pub, ils peuvent être parfois un peu rock'n'roll et Mmh. du coup, j'arrive dans cette agence à Los Angeles et c'est là, je suis dans un costume, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop grand pour moi et c'est difficile de faire illusion parce que comme j'ai pas une belle maîtrise de la langue, tout ce que je dis, même des trucs, j'avais quand même, je savais de quoi je parlais, tu vois? Mais putain, quand tu sais pas parler, tu as tout le temps l'air Mmh. bête, en fait. Et là, j'ai vraiment du mal à avoir de l'assurance parce que non seulement je suis dans un poste où le challenge, il est élevé, ça arrive vraiment très vite. Il y a Mmh. personne pour me former. Mon Ouais. CEO, génial, hein, mais me dit: «J'ai entièrement confiance en toi, tu es un crack, tu vas y aller, tu vas tout défoncer, reviens avec le design qu'il faut». Et en fait, là, j'ai vraiment eu peur et en fait, ça s'est quand même bien passé. Mais il y a eu des moments, voilà, je te dis, tu arrives à 21 ans et en fait, ton CEO dit: «Bah, en fait, tu m'as donné une bonne leçon, tu m'as épaté à l'entretien, maintenant, il y a plus qu'à». Voilà, il y a eu des ratés et il y a eu des moments où effectivement, j'ai senti que j'étais pas à la hauteur et j'ai de la chance, on me l'a jamais fait sentir, tu vois? Même si c'est sûr qu'à OK. plein de moments, j'ai pas été assez bonne, mais je pense que mon CEO, en fait, à l'époque, il a jamais oublié que j'étais une petite nénette de 21 ans et d'ailleurs, je suis restée au final 2 ans chez Ouais. Volvic au lieu des 6 mois. Et qu'est-ce que tu te dis justement dans ces moments où tu as peur, tu vois? Tu dis: «Waouh, va falloir que je le porte ce costume. Maintenant, c'est pas fake it until you make it, c'est il faut vraiment make it». C'est ça. Make it until you make it. Ça, C'est c'est ma ça? devise. Et qu'est-ce que tu te dis en fait, au niveau mindset pour, y aller quand même en fait? Je suis dos au mur, j'ai pas le choix. Il y a J'ai pas le pas le choix. choix et moi, j'ai toujours eu des parents, comme je t'ai dit, j'ai eu une éducation assez stricte et moi, j'ai eu, le genre de mère, qui, tu vois, j'étais malade, j'avais de la fièvre de ouf et tout et j'allais quand même à l'école. En fait, il y avait rien à faire, Ouais. c'était no OK. excuse et moi, j'ai grandi dans une famille genre no excuse. Un jour, j'avais hyper peur, de descendre, j'étais en Vendée, je sais pas quel âge j'avais, mais j'avais hyper peur de descendre un truc de galet. C'est une énorme jetée et en fait, tu sais, un espèce de mur de pierre, mais le truc Ouais. où, tu sais, tu glisses, Ouais. tu meurs. Et c'est une espèce pas une falaise, mais un truc, de ma boule, tu vois? Avec des gros rochers, genre même aujourd'hui, rien que de t'en parler, là, j'ai envie de faire pipi, tu vois? Mon côté fragile et en fait, mon père, il l'a descendu Ouais. une fois avec moi. Après, il m'a OK. ramené en haut et là, il est descendu tout seul et en fait, j'avais pas le choix. Tu vois? Il OK. m'a remonté, Ouais, il l'a ouais, fait ouais. une fois avec moi et il m'a dit: «Bah, maintenant». Et je peux dire que honnêtement, mais quel parent fait ça? Mais je lui en veux encore. Je lui dis: «Mais j'aurais pu me tuer». C'était genre OK. largement trop gros pour moi. Mais j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui se sont dit: «Ça va être comme ça
en fait, qu'elle va réussir à vraiment se développer. Et aujourd'hui, c'est vrai que cette technique dos au mur marche encore très, très bien sur moi. Et à l'époque, tu vois, il y en a plein. Je le vois là avec la fille de mon conjoint qui est ado. Bah, quand elle a peur d'aller à un examen, elle y va pas. Mmh. Elle dit qu'elle est OK. malade. En fait, moi, j'ai jamais, et même si Fanny, demain, je vais au casse-pipe, je suis prise dans un truc où je me dis, je vais être ridicule, je risque de pleurer sur scène, je suis Mmh. pas à la hauteur. En fait, c'est un réflexe qu'on m'a donné, c'est pavlovien. Ouais. J'y vais quand même, tu vois. OK. Et est-ce que tu penses que c'est une stratégie que tu utilises, quelque part sans en avoir conscience aujourd'hui pour faire des trucs? Grave, OK. grave. Et après, en fait, je pense que la chance de vivre ça jeune, quand on te Mmh. dit, même si t'es pas content, c'est pareil, c'est que tu te rends compte que déjà, le fait d'avoir commencé à le faire, et c'est ce que je te disais quand on a fait la formation podcast, en fait, le fait de déjà l'avoir fait, même si c'est Mmh. nul, t'as plus progressé que celui qui a rien fait. Et Tout ce à fait. là, en fait, le fait de l'avoir fait et de l'avoir expérimenté dans plein de secteurs différents, fait que bah, quand il a fallu faire les premiers épisodes de podcast, oui, j'avais peur, oui, c'était une bouse, oui, machin. Mais en fait, je les ai faits et aujourd'hui, ils sont encore en ligne parce que j'ai compris un truc, c'est il y a pas à avoir honte quand tu commences. Et Mmh. ça, si tu l'appliques dans toutes les facettes de ta vie, tu vas aller beaucoup plus vite que les autres et tu vas finir par être fier même de tes pires casseroles. Ouais. Fais au mieux, comme te disait ta maman. Mmh. Ça revient toujours. Mmh. OK, j'adore. Et du coup, tu restes 2 ans, 2 ans à New York au lieu de 6 mois. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu reviens en France après? Bah, en fait, écoute, au bout de 6 mois, il faut dire que moi, j'avais pas beaucoup fait la fête en école parce que comme j'étais avec mon copain qui, j'avais 20 ans, et lui en avait, 30, Mmh. avait des amis qui avaient déjà des enfants, tout ça. Putain, il Ouais. avait l'âge, il me semblait tellement vieux à l'époque, mais en fait, il a l'âge que j'ai maintenant et Je et ne te dirai pas mon âge. j'ai plus d'ailleurs hier, c'était mon anniversaire et j'ai eu 32 ans. Mais 32. donc C'est voilà, jeune! Je c'est me ça. rappelle de mes 32 ans, c'était génial! J'avais 10 ans d'écart avec mon copain et il se trouve que j'ai pas beaucoup fait la fête parce que Mmh. souvent, les soirées d'école, tout ça, bah, il me disait: «Tu rentres à quelle heure?» Et je rentrais à minuit, tu vois, pas trop alcoolisée, parce que, Mmh. j'essayais vache en fait, je l'aimais tellement que j'essayais très fort de fit in et Ouais. en fait, d'être ce qu'il attendait de moi dans sa vie. C'est-à-dire que, voilà, le matin, on se marrait parce que c'était grosse session de ménage et on se levait tôt et on mettait la musique à fond et j'avais des patins, c'est pour faire le ménage, des patins, j'adore Mais ça, oui! meilleur achat de votre vie. Allez sur Amazon et achetez des patins serpillères. Le ménage va devenir, genre, je sais plus comment ça s'appelle, c'est Candeloro là, le truc sur scène, le Ouais, le patinage patinage artistique artistique pour faire et le ménage chez toi. c'est ça et bref et en fait, on avait une vie à 20 ans, j'avais la vie de quelqu'un de 30 ans, tu vois? Donc Ouais. apéro dînatoire, on couche les enfants pas trop tard et ça donne pas envie, tu sais, on dirait qu'on maintenant on est 2 vieilles filles. Mais donc Mais écoute, moi, c'est ce que je fais et je me dis: «Mais c'est très bien mais Caroline, oui! quel est le problème avec ça, voyons?» Mais c'était pas la vie de quelqu'un de 20 ans et maintenant Tout à c'est la vie fait. que j'ai et j'adore parce que tu sais, je fais partie maintenant des gens qui disent: «Ah mais ceux qui se lèvent à 13h le week-end, mais ils ont déjà perdu la moitié de leur journée» mais moi voilà, je pense que j'étais très fêtarde et je le suis Ouais. encore, beaucoup et c'est une partie de moi que j'avais fait Mmh. taire et quand j'arrive à New York, en fait, bah, j'ai plus de contraintes horaires. J'ai plus du tout de Ouais. contraintes horaires et en fait, je me fais rapidement des copains qui viennent de sphères complètement différentes. Je fréquente beaucoup de gens qui sont dans le cinéma et j'ai Waouh! toujours été hyper attirée par les carrières artistiques parce que ça donne des gens qui sont hyper décloisonnés et en fait, à ce moment-là, je voyage vraiment depuis ma chaise, tu vois, Ouais. dans ces relations-là et donc au bout de 6 mois, en fait, on est complètement désalignés avec mon mec. Il dit: «Mais elle a Mmh. pété les plombs celle-là» Ouais. et en fait, pour je sais plus quel anniversaire, il m'offre des billets pour aller à Venise à 2 et là, je me OK. dis: «Mais c'est ronflant, quoi. J'ai pas du tout envie d'aller à Venise, j'ai envie qu'ils viennent à Los Angeles, j'ai envie d'aller dans la Ouais. Silicon Valley» et en fait, là, à ce moment-là, je le quitte. Ça a été Ouais, ouais, hyper ouais. dur parce que les familles étaient proches et mes parents gèrent le déménagement à distance, donc glauquissime Génial. Ouais. parce qu'on vivait ensemble et là, je me dis: «En fait, je vais rester, je pense longtemps, à New York parce que cette ville m'apporte plein de choses et surtout énorme opportunité professionnelle». Mmh. Mon boss me dit même si moi, j'ai eu le temps de faire plein de conneries d'ici là, mais en gros, au bout de 6 mois, il me dit: «Écoute, je voudrais que tu deviennes digital brand manager, je voudrais que tu restes et je vais te faire un visa pour OK. 1 an» et du coup, Volvic refaisait complètement son identité. On passait à la bouteille OK. complètement
complètement transparente. Avant, c'était vert. Bon, pour vous, c'est un détail, mais en gros, il Ouais. m'a mis en charge du projet rebranding, comme on dit, c'est-à-dire refaire l'identité de marque de Volvic aux États-Unis, ce qui était, quand tu as 22 ans, 21 ans, un truc de fou. J'étais au sommet Volvic Monde, dans des super beaux hôtels et tout, Waouh! alors que j'étais toute gamine. Mais comme personne comprenait rien à ce que je faisais et que c'était le début Mmh. de Google Analytics et tout, et que comme j'étais j'étais encore assez gamine, bah, ma façon d'expliquer les choses était hyper claire en fait. Et ça, OK. il l'avait pas quand il bossait avec des agences, des mecs trop sachants. Moi, j'avais pile Mmh. poil le bon niveau, tu vois, pour Ouais. pouvoir traduire facilement et comprendre et disséquer. Et du coup, belle opportunité professionnelle. Et je suis restée chez Volvic 2 ans, le temps en fait que j'ai pas la loterie pour avoir un visa plus long et où j'ai dû Mmh. partir alors que, bon, ça c'est le drame, hein, ceux qui connaissent les États-Unis. Ah, ouais. Même si une entreprise veut te recruter, si t'es pas pris à la loterie du visa H1B, qui est un visa long terme, bah, tu rentres Ouais. chez toi. Donc, je suis restée 2 Ouais. ans chez Volvic et après, j'ai dû changer. Donc, tu peux rester sur le territoire, mais il faut que tu changes de boîte si tu as pas eu la loterie du visa. Ce Donc, qui est absolument incroyable parce que c'est vraiment, comme son nom l'indique, une loterie. mmh, Donc ça n'a aucun critère, que ce soit de compétence ou de besoin d'une entreprise. C'est une loterie, ça ouais. n'a aucun sens. Mais ouais, Pour ceux c'est qui comme ça. nous écoutent, il y a d'autres visas que le H1B que je passais à l'époque. Mais il faut, si vous êtes dans une boîte française, il y a des visas E que vous Mmh. pouvez faire. Mais là, c'était pas une boîte française. Et du coup, ma seule chance de rester était soumise à une Mmh. loterie, ce qui paraît effectivement Dingue, complètement ouais. fou, quoi. OK, et donc tu reviens en France? Non, je reviens pas en France, Fanny. Je me fais Ah débaucher ah! par un partenaire. En gros, à ce moment-là, on distribuait Volvic, je crois, OK. ou une des marques du groupe chez Maison Kaiser. Et j'envoie une OK. centaine de candidatures spontanées. Et OK. il se trouve que Maison Kaiser, ils me disent: «Mais oui, bien sûr, viens». Et une semaine avant que mon visa se termine, ils me font une création de poste. Donc comme quoi, Magnifique. pour ceux qui cherchent du boulot, hésitez pas, les candidatures spontanées, moi, c'est toujours le truc qui a bien marché. Et ma petite technique, c'était que à ce moment-là, en fait, j'envoie des candidatures où, au lieu de dire aux gens: «Voilà mon CV», je leur dis: «J'ai repéré ça, ça et ça sur ton site internet et si tu veux, on en discute». Et du Ouais. coup, après, j'avais en général des entretiens, au minimum Mmh. par curiosité. Et Mmh. puis, bah, derrière, voilà, ça a super bien marché. J'ai bien fité avec la nana et je lui ai dit: «Bah, moi, en fait, ça, je peux faire le même travail que j'ai fait, pour Volvic, chez toi». Mmh. Et puis, bah, comme c'était un partenaire, comme j'ai eu des références, des recommandations, bah, du coup, j'ai vraiment une semaine avant, Fanny, j'ai été débauchée, par Maison Kaiser, mais un truc genre Waouh. vraiment j'ai eu chaud. Ouais, ouais, J'ai ouais, eu ouais, chaud. ouais. Si je peux rajouter, ça marche aussi pas que dans le marketing, hein. Moi, les postes que j'ai eus dans les entreprises, c'est des postes que j'ai créés en arrivant et en expliquant: «Beh, regardez, ça et ça va pas chez vous». Donc moi, c'était dans mon domaine à moi. Si vous avez besoin de quelqu'un, et ben, moi, je suis là. Et en fait, c'est une technique qui marche très bien. Alors, il faut que ce soit vrai, hein. Faut pas que ce soit du fake, mais j'encourage tout le monde, en fait, à créer son propre poste en regardant ce que font les autres et où est le besoin. Exactement. Et puis la petite technique, c'est que, effectivement, il faut que vous ayez un petit peu un début d'expertise au moins. Mais la technique, c'est que vous envoyez: «J'ai quelques idées pour ta boîte», Mmh. et en fait, vous faites en fonction des gens qui répondent. Parce que souvent, quand je coach des étudiants, ils me disent: «Oh, mais ça fait beaucoup de boulot», et en fait, tu envoies 90 messages comme ça, il y a 10 personnes qui vont te rappeler et au moment Mmh. où tu décroches l'entretien, tu prépares un truc et tu y passes 2 heures. Mais tu passes pas, Ouais. tu vois? Tu passes pas le temps en amont. Donc restez un petit peu flou, Ouais, sympa. proposez un Mmh. audit, dites que vous avez repéré des choses à améliorer, des choses simples, que vous avez besoin de 15 minutes pour échanger, et Mmh. après, vous investissez le temps qu'on vous accorde. Voilà. J'adore. Ça, c'est vraiment, le mindset entrepreneurial qui vient de pas perdre son temps si c'est pas nécessaire. J'adore. Bah, oui, c'est Mmh. vrai qu'en fait, souvent, quand, j'accompagne beaucoup des étudiants, j'ai toujours, ce côté prof en moi, et ce truc-là revient souvent, que en fait, personnaliser, c'est perdre du temps. Mmh. Et du coup, il faut trouver le juste milieu entre, bah, il faut quand même personnaliser parce qu'aujourd'hui, les gens qui reçoivent un CV, ils te calculent pas. Ça suffit plus Mmh. d'avoir un CV, tout le monde sait en faire en 2023. Mais par contre, la façon dont tu mets en scène tes compétences, dont tu prouves ta valeur et ton utilité pour une entreprise, ça, c'est intéressant. Donc tu commences par personnaliser un minimum, et après, une Mmh. fois que ça mord, et ça, c'est la mentalité growth, Fanny, c'est effectivement une step à la fois, un étage à la fois. Et je pense que, enfin, j'espère que ça aidera des gens si jamais ils nous écoutent ou s'ils connaissent quelqu'un autour d'eux Mmh. qui est en train de chercher du boulot et de se prendre plein de portes. Bah, peut-être que c'est parce qu'ils envoient juste leur CV ou juste une Ouais. candidature qui dit j'aimerais passer un entretien pour un poste 2, au lieu de dire j'ai repéré un truc qu'on pourrait Mmh. améliorer ensemble lors d'un entretien de 20 minutes. Absolument. Super conseil. Et donc ensuite, tu vas y rester combien de temps alors à New York? Eh ben, je suis restée 8 ans.
Donc Waouh! voilà, long story short, je suis restée 8 ans et j'ai adoré, je suis allée chez Maison Kayser. Chez Maison Kayser, c'était vraiment le chaos. Ils ouvraient un restaurant par mois pratiquement. J'étais toute seule à faire tout le marketing et la com. J'ai cru que j'allais faire un burn-out. Enfin, c'est une boîte où je bossais. Je pense que je me levais vers 6 heures du matin. J'allais dans les restaurants faire les contrôles qualité, les machins. Mmh. Après, j'arrivais au bureau, donc je travaillais au siège et au siège, en fait, j'étais la seule référente qui faisait le lien avec les magasins. Donc, j'avais OK. à la fois la pression de tous les magasins qui m'appelaient dès qu'ils avaient un emmerde. Il y avait une dizaine de restaurants qui faisaient, je sais pas, entre 50 et 100 couverts dans la ville de OK. New York seulement. Et j'étais aussi, en fait, la nana qui bosse au siège pour, la partie, com interne, com externe, le Mmh. site internet, les relations presse. Et Waouh! ouais, c'était hyper dur. Et là, pour le coup, j'ai eu très, très peu de gentillesse. Alors, une Mmh. équipe de collègues incroyable, mais vraiment, là, j'ai eu un management, quand je regarde avec le recul, je me dis: «J'avais 22 balais». Franchement, ils ont pas été très cool parce que je travaillais, mais à m'en cramer. C'est-à-dire que je faisais Mmh. vraiment, j'arrivais, en prise de poste à genre, 7 heures et je Mmh. repartais à minuit. Mais c'est pas une blague. J'ai fait ça pratiquement tous les jours pendant 7 mois et mes amis s'en souviennent à quel point j'étais impliquée, à quel point les OK. week-ends, je sortais des brunchs parce qu'en fait, les restaurants, ils sont ouverts les week-ends. Donc on m'appelait pour les: «Ah oui, il y a un cheveu dans la salade, qu'est-ce qu'on propose aux clients?» Et derrière, il fallait que j'ai Oh mon là ordi toujours là, sur moi ouais. pour envoyer les mails, les trucs. Mmh. C'était hyper dur, mais par contre, tu vois, ça m'a vraiment forgée. Ça m'a forgée à pas pleurer au travail, ça Mmh. m'a forgée en vrai, même les expériences un peu traumatisantes, si tu arrives à les voir comme des opportunités et ça prend Mmh. du temps, il y a pas de personne n'est un surhomme. Là, même quand je t'en parle, j'ai encore un peu les larmes aux yeux parce que C'était c'était dur. moralement Mmh. très dur. Une de mes très bonnes amies, je l'ai revue il y a pas longtemps. Elle est, maintenant au Portugal et en fait, elle a fait un burn-out, un truc de ouf et maintenant elle est Mmh. coach mindset et c'est une nana Ouais. qui accompagne les gens. Pour te dire à quel point cette boîte a brisé des vies, c'est qu'il y a des gens maintenant leur vie, c'est d'accompagner les gens qui font Mais un burn-out absolument. ou qui vivent des situations toxiques. Je me suis dit: «Waouh!» Mais franchement, j'ai appris plein de trucs et maintenant j'ai une résistance au stress qui est bien meilleure. Mmh. Donc voilà, j'ai fait ça pendant 8 mois et après, je me suis fait virer. Déjà, je me suis fait virer OK. parce que j'étais pas Waouh! assez. Donc en fait, on m'a dit que je m'en sortais pas et qu'on allait me remplacer par une agence. Donc ils m'ont laissé 15 jours pour trouver autre chose. Alors là, je suis complètement Waouh! brisée et ma boss Ouais, qui me ouais, ouais. licencie en même temps, elle me fait un cadeau en me disant: «Tu es la meilleure», enfin hyper bizarre, bizarre, bizarre et du coup, à ce moment-là, je me fais débaucher, pardon. J'ai une amie qui quitte son poste et Mmh. qui me dit: «Tu Mmh. devrais rencontrer mon CEO» et là, trop de chance encore une fois, je me fais rattraper au moment juste vraiment encore une fois 5 jours avant de partir, je me fais OK. rattraper par, mon boss, chez, Crémieux à l'époque dans une marque, D'accord. pour une marque de vêtements et là-bas, je suis restée 2 ans. J'étais pas vraiment faite pour bosser dans la mode, mais j'ai trouvé ça hyper intéressant à quel point tu apprends beaucoup sur l'organisation quand tu bosses dans la mode parce que tu as toujours une saison d'avance. En Mmh. fait, quand tu es en hiver, tu tournes l'été et en fait, ce OK. truc-là, te forge une discipline qui est, respecte les deadlines, apprends à travailler en asynchrone et je m'occupais du coup de la marque sur 5 marchés. C'était Mmh. hyper intéressant et après, j'ai lancé, ma première aventure entrepreneuriale, j'ai lancé la marque Emma et Chloé, une marque de bijoux OK. sur le Quand sol tu étais américain. encore, OK, encore Non, là-bas, en fait? ça c'est oui, encore là-bas, mais ça, c'était ma dernière expérience, du coup, mes 2 dernières années là-bas. J'étais du coup dans les bijoux et voilà, c'était hyper dur. On a énormément bossé avec mon associé de l'époque, mais j'ai appris plein, plein de choses et je pense que c'est ça qui m'a aussi donné le goût d'entreprendre après. Et qu'est-ce qui a fait que tu as fait un shift de salarié à entrepreneuriat, quand tu étais là-bas? En fait, le shift, il s'est fait, côté employé. C'est-à-dire que je me suis fait, recruter comme, country manager et en Ouais, fait, on était 2, on a lancé la boîte là-bas, on a tout fait, sauf que, j'étais employée. J'avais une casquette d'entrepreneur, mais j'avais OK. 0, si tu veux, dans la boîte, j'avais pas d'incentive, quoi. J'étais une employée. Mais le travail que j'ai fait, c'est le même travail que je fais aujourd'hui. En fait, on a monté la boîte de A à Z, on comptait pas nos heures, on bossait tous les week-ends, Hein, 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 hein. on faisait, les foires, les salons, on a ouvert 2, j'allais dire restaurants. On a ouvert 2 bijouteries à Manhattan, après on les a fermées, après on est passé sur un modèle pop-up store. On faisait tourner Mmh. à 2 entièrement le site e-commerce, B2B et B2C. Ouais, on s'occupait de la marque, depuis New York et le CEO, Mmh. lui, était à Tel Aviv et nous parlait, par texto, 1 fois par mois, tu vois? OK. Donc OK, voilà, donc la c'était vie un peu, d'entrepreneur. ouais, carte blanche, allez-y, on vous fait Ouais. confiance, vous développez et puis let's go, quoi. Ouais, avec la pression de l'entrepreneuriat aussi qui est qu'en fait, si ça marche pas,
on ferme. Ouais, Et moi, tous les 15 ouais. jours, quand je faisais une campagne, et c'est ça qui m'a aussi rendue performante en tant que marketeuse, et je le recommande pas, et c'est pas bien, et il faut pas le faire. Il y a un truc qui est efficace, c'est qu'en fait, quand je faisais un truc qui marchait pas, on me disait: «Si ça marche pas, tu rentres chez toi». En fait, mes 2 ans chez Emma et Chloé, c'était, bah, là, il y a une mauvaise campagne, si on en fait encore une comme ça, c'est un aller sans retour pour Paris, quoi. Et c'est la faute de Ouais, personne, mais aussi c'est les enjeux d'une boîte. C'est-à-dire que ouais. si la boîte fait pas d'argent, elle peut pas payer ton salaire, elle peut pas rester, Mmh. et voilà. Et ce truc-là m'a rendu, je le dis, je recommande à personne, et puis moi, c'est tout sauf ma façon de manager mes équipes aujourd'hui, mais toujours prendre le côté positif des choses. Le fait d'avoir vécu ça, Mmh. ça m'a vraiment donné un avant-goût de l'entrepreneuriat, qui est un truc où en fait, effectivement, si tu gagnes pas d'argent, bah, faut fermer boutique. Donc Mmh. voilà, ça m'a rendu meilleure en marketing, on va dire. Ouais. On se retrouve un peu dans la stratégie du dos au mur, pas le choix, il faut le faire, quoi, hein? Ouais, Mmh. complètement. OK. OK, et donc cette aventure se termine et ensuite qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est là où tu reviens en France? À partir de Emma et Chloé, en fait, je me fais repérer par un partenaire qui s'appelle Saint-James, avec qui on fait un partenariat à l'époque. Je sais plus si c'était un pop-up ou je sais plus ce qu'on avait mis en place. Mais du coup, on discute pour faire ensemble un partenariat, et je m'entends hyper bien avec le CEO. Et il me Mmh. dit: «Mais en fait, est-ce que ça te dirait de faire, ce que tu fais chez Emma et Chloé pour nous?» Mmh. Et là, enfin, moi, j'adore la marque Saint-James, c'est des super produits faits en France, c'est une super boîte. Mmh. Dream life. Là, à ce moment-là, OK. Fanny, je suis en mode, «Waouh, ça y est, j'ai bossé pendant 8 ans, mais en fait, genre, ça y est, ça paye». Et du coup, création de poste sur mesure. Donc je forme la Mmh. personne qui me remplace chez Emma et Chloé, Mmh. et je m'apprête à partir pour ma prochaine aventure, qui me permet de toucher un peu plus au retail, la distribution, qui est un monde Mmh. que je connais beaucoup moins, parce qu'à l'époque, je suis spécialisée en e-commerce. J'ai bien, la partie digitale, je l'ai bien en main. Et là, en fait, l'idée, c'était de dynamiser leur réseau de distribution de magasins, points de vente Mmh. physiques, partout dans les Waouh! US. Donc en fait, lancer des pop-up stores et faire des OK. partenariats avec des marques sur place, et en fait, systématiser leur, stratégie de pop-up store. Et en fait, je rentre, le CEO, il me propose un super package, il me fait un visa, il me dit: «Après, tu auras une green card». Enfin là, je suis là: «Waouh, boulot de rêve». Tous les 3 mois, je Ouais. je monte une équipe, tout ce que j'aime faire, mettre les projets, mettre le pied à l'étrier, former les gens, Mmh. nouer des partenariats sur place, et puis, bah, recommencer, 3 mois plus tard dans une autre région, Floride, Los Angeles, enfin, trop bien. et Mmh. et en fait, au bout d'1 mois, les démarches de visa sont lancées, et je reçois un appel un lundi matin, et le CEO me dit: «En fait, finalement, on va pas allouer de budget à cette ouverture de poste». Donc moi, à ce moment-là, j'ai tout Waouh! signé. Donc voilà, pour Ouais. ceux qui disent, «Quand tu as signé, c'est bon», moi, j'avais signé une promesse d'embauche. Ça n'a aucune valeur, et OK, en fait, d'accord. je me retrouve sur le carreau, je suis en France. Bah, là, vraiment dos au mur pour le coup. Je me retrouve à devoir expliquer à mes amis, 8 ans de ma vie là-bas, que je Ouais. rentrerai pas, et je me retrouve, heureusement, j'avais plein de copains à Paris, mais hyper difficile, en fait, comme situation, Mmh. d'expliquer aux gens qu'en fait, tu vas rester. Et du coup, je suis en plein été à Paris, en plein Mmh. mois de juillet, et je leur Mmh. explique: «Ben, en fait, finalement, je suis pas rentrée, coucou les petits oiseaux, pour, 1 mois de vacances, le temps de refaire mon visa. Là, il y a 8 ans de ma Yep. vie qui viennent de Ouais. partir en fumée, et je sais pas ce que je fais après». Et c'est la première fois de ma vie, en fait, que, tu vois, les 5 jours, d'habitude, j'avais toujours, je me faisais repêcher 5 jours avant, et je m'en Ouais, sortais ouais, ouais. toujours bien par rapport à l'échéancier. Et là, je me suis dit: «Bah, tu vois, ma vieille, tu as cru que tu avais de l'avance sur le sablier, tu as cru que Ouais. cette fois, tu étais pas ric-rac, et en fait, j'avais signé ce truc-là, tu vois, bien longtemps avant, hein. Ça faisait longtemps que Mmh. j'avais l'opportunité. J'avais dit non à 2 super postes sur lesquels, entre-temps, j'avais branché des amis. Donc je Ouais. pouvais même pas les récupérer. Et là, je me dis: «Bah, tu vois, ma vieille, pour une fois que tu avais de l'avance, bah, ça t'a pas réussi. Et là, tu juste, il y a pas de solution. C'est Ouais. Tu fini les États-Unis», tu vois? Il y a plein de fois OK. où, tu t'es rattrapé de justesse, et là, c'est mort. Donc voilà, et ce qui était vrai, Fanny, puisque je n'y suis toujours pas retournée, et ça fait, cette histoire date d'il y a 3 ans. Et OK. voilà, bah, les circonstances de mon retour, ça a été un lundi, un coup de téléphone, et après, ciao bye. Voilà. Waouh! C'est assez hard de se prendre. C'est comme une porte que tu te prends en pleine poire alors que tu t'y attendais, mais pas du tout et rien ne te disait que ça allait arriver. Non, on avait fait le business plan, j'avais commencé à bosser gratos, parce que tu t'en fous quand tu vas faire une prise de poste, tu sais que ça va arriver. Donc moi, j'étais déjà dans mon poste, tu vois? Mmh mh. Mmh Et mh. ah ouais, non, ça a été hardcore, et puis, bah, très, très Mmh peu mh. de
en fait, ce qui a été aussi dur, c'est que tout le monde à ce moment-là te donne des conseils et tout le monde me disait: «Oui, il faut que tu les attaques en justice, il faut que tu fasses ça, c'est inadmissible» et en fait, à ce moment-là, tu as tout sauf besoin d'être dans la Ouais. revanche pour te reconstruire et ça, c'est un état d'esprit très français, tu vois? Que je partage pas du tout, qui n'aide pas à avancer et le français, son premier truc, c'est comment tu vas pouvoir te venger, avoir C'est des vrai? dédommagements. C'est Enfin, marrant parce que quand tu as dit ça, moi, je me suis dit: «Ah oui, c'est les États-Unis, you're gonna sue them, you know, because» ah parce oui! qu'en France, on va enfin, tu vois? Mais non, qu'est-ce que tu vas aller faire une C'est action en vrai. justice, tu vois? Alors, tu as raison parce que les États-Unis, c'est le pays des procès, ça, c'est vrai. Ben ouais. Mais je vais te dire un truc. Alors, oui, c'est le pays des procès, mais je vais te dire un truc. Aux États-Unis, en fait, quand il y a une merde qui t'arrive, moi, j'ai l'impression, en tout cas, ou alors Mmh. j'ai vraiment vécu avec des œillères, j'ai l'impression que les Américains, quand il y a une merde qui leur arrive, ils se disent: «OK, comment on fait pour avancer?» Là Ouais. où le Français, il va rester, en fait, à dire: «Machin m'a fait ça, un tel, trouver un coupable, chercher». Moi, j'ai dit à mes proches et franchement, c'est bien sûr que j'avais les boules, mais Mmh dès le mh. début, je me suis dit: «OK, oui, c'est pas sympa, mais en fait, si Ouais. je reste dans ce truc de: "Ah, ce qu'ils m'ont fait, regardez ce qu'ils m'ont fait, machin", je vais pas m'en sortir. Ça va pas donner envie aux gens de m'embaucher en plus, d'aller Mmh dire mh. Mmh. que j'ai eu un pépin. Tu vois? Ce qui est sexy, Ouais, ouais, tu ouais. as envie de recruter quelqu'un qui dit: «Écoutez, j'ai eu un petit accident de parcours. Là, je suis déjà sur pied. En fait, voilà, je rebondis» et donc ça, je trouve que c'est assez américain. Mais tu as raison, le pays des procès, machin, mais Mmh. qu'est-ce que tu vas faire un procès à quelqu'un qui est plus gros que toi? Moi, si je peux éviter d'aller en justice Ouais, depuis le ouais, ouais. début, je me dis: «Voilà, on s'arrange». C'est un petit monde New York, tout le monde se connaît, il faut faire Mmh. attention à pourquoi tu vas te griller avec des gens. Ils se souviendront qu'ils t'en doivent une et il faut mieux Mmh. rester comme ça plutôt que de partir en guerre et que tout le monde soit enfin, tu vois, pour moi, c'est un peu un perdant-perdant et Mmh. ça m'aurait pas rendu mon poste et ça m'aurait pas rendue Mmh. plus heureuse donc voilà, à ce moment-là, je cherche un boulot dans l'urgence. Et qu'est-ce que tu te dis là? Tu te dis: «Vite, vite, vite, il faut que je trouve un autre boulot» ou tu dis: «Bon, OK, je vais peut-être, prendre le temps de respirer 2 secondes avant de repartir»? Non, pas respirer 2 secondes. À ce moment-là, j'ai la pétoche, Fanny, OK, parce qu'en fait, je sais pas du tout où je vais et c'est la première fois de ma vie, en fait, que je m'en tire pas. La première fois de ma OK. vie qu'en fait, et surtout, je suis inadaptée au marché français. Tu vois, ce Mmh. côté, moi, j'ai un côté très américain qui agace et je le conscientise complètement, parce que, tu vois, un truc aussi bête qu'une série comme Emily in Paris dit Mmh beaucoup mh. des différences, en fait, Mmh. France-États-Unis et en fait, nous, on a un truc aux États-Unis où on est un peu des imbéciles heureux. Quand je rentre en France, en fait, je suis tout le temps en train de dire: «Ah, c'est trop bien, c'est génial» et en fait, les gens sont là: «Mais arrête, à quoi tu joues? Sois toi-même» et tu sais, je OK. leur dis: «Bah, en fait, enfin, je suis moi-même, mais Mais moi, je oui. suis habituée, en fait, à me réjouir facilement. Je suis habituée Mmh. quand quelqu'un me montre un truc, même si je trouve que Mmh. c'est pas terrible, je vais lui dire: «C'est génial que tu aies fait ça», mais c'est pas de l'hypocrisie, c'est qu'en fait, Mmh. je trouve ça vraiment génial que les gens fassent des choses qui leur plaisent et en Mmh. fait, mon peu d'expertise à dire: «Ton idée n'est pas bonne, ça marchera pas, je le sens pas, à quoi bon?» Moi, je trouve pas ça constructif, mais à ce Mmh. moment-là, il y a un schisme et c'est Mmh. encore un truc dont je souffre aujourd'hui, tu vois? Ce côté où, tu vois, on OK. me dit souvent, enfin: «Ah bon, tu dit mais tu lui as dit ça, mais tu trouves pas que c'est une idée pourrie? Ah mais je sais pas comment tu fais sur Clubhouse à passer des heures à parler à des gens où tu sais que leur idée, ça vaut pas un copec». Je suis pas sûre que leur idée vale pas un copec, honnêtement. Ouais, 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 mais moi, écoute, je te rejoins parce que je trouve que c'est beaucoup d'ego d'aller dire à quelqu'un: «Moi, je sais, toi, tu ne sais pas». Alors après, il y a des expériences qui sont différentes, donc tu peux avoir de l'expertise, de l'expérience qui Mmh, font que tu peux ressentir ou pas, mais jamais, en fait, ça veut dire que tu as la vérité. Tu mmh, vois ce que je veux dire? Des accidents, il y en a plein, en fait, hein, mmh. donc donner un avis, oui, après dire, que, ben, non, ça marchera pas, ben, en fait, tu sais rien. Clairement, mais Mmh. en tout cas, je sais que ce côté enfin, tu vois, je dis Mmh. tout le temps ce que je pense et quand il y a un truc où je dis si on me demande mon avis, je vais toujours tu me connais, hein, moi je vais toujours, je vraiment, c'est important de dire ce que tu penses. Par contre, je suis enthousiaste de nature. Ce qui fait Ouais. que dès quelqu'un, va me dire: «J'ai lancé ci ou j'ai fait ça», je suis vraiment, en fait, tellement, dans la contagion par rapport à, tu vois, sa fièvre, sa passion, son Mmh truc, mh. que je vais le partager et ça, c'est un côté très américain qui agace parce que moi, je suis du genre, le matin, j'arrive avec le sourire, j'ai un petit mot pour tout le monde et en fait, mais tu rigoles, mais dans le cadre de l'entreprise, en fait, les gens se disent: «Mais pff, à quoi elle joue?» Tu sais, je reste tard au bureau et les gens me disent: «Mais tu as pas besoin de rester tard au bureau» et je suis là: «Oui, je sais que j'ai pas besoin, mais en fait, je kiffe mon taf» et dire en France: «Je kiffe mon taf», je te jure que ça m'a déjà, Ouais, attiré un peu des donc voilà, le côté américain et un ouais. peu un truc de cheerleader. En France, on appelle ça les imbéciles heureux et Ouais, j'étais puis un peu inadaptée.
il y a un petit peu un tall poppy syndrome aussi avec, si on voit que toi, tu restes tard au bureau, au lieu de se dire: «Ah, c'est génial, ça m'inspire», c'est dire: «Non, non, non, il faut la remettre vers le bas parce que sinon, on va avoir l'air mauvais face à ça». Tu vois? Ça parle plus d'eux. Ouais, honnêtement, je sais pas Mmh. et ça m'a en tout cas, ce que je peux te dire, c'est que ce mindset-là, en fait, je l'ai senti fort quand je suis rentrée et OK. pourtant, j'étais dans une boîte avec des gens géniaux, mais j'ai Ouais. senti qu'il y avait ce truc de: «Tu es pas obligé de rester tard». En fait, que des trucs où je me disais: Ouais, «Ah, en d'accord. fait, ça énerve vachement que je dise que j'adore mon taf», comme le fait, tu sais, j'allais souvent mettre mon nez, tu vois? «Est-ce que tu as besoin d'aide? Ah, tu fais quoi?» Mais en fait, ça se fait pas en France et moi, je suis complètement, consciente Mmh. que c'est des différences culturelles et en fait, il y a tu vois, c'est pas un truc, j'adorais mes collègues, mais j'ai fait des choses qui se faisaient pas, en fait, sans savoir et là, j'apprends encore dans l'entrepreneuriat et c'est encore plus dur d'apprendre quand tu es entrepreneur parce que les gens, ils te le disent pas forcément. Tandis que quand tu as des Mmh. collègues, les gens, ils te le disent. Mais quand tu es entrepreneur, c'est toi qui es aux manettes, tu es un peu le boss et les Mmh. gens, ils vont, tu vois, avoir moins tendance. C'est pour ça, moi, je fais que des entretiens à 360 avec mes équipes parce que Mmh. je sais que je suis encore en train d'apprendre du mindset français, de ce qui se fait, de ce qui se fait pas, que Ouais. quand tu proposes de l'aide, ça peut être vécu comme un truc de quoi elle se mêle, que quand tu dis: «J'adore mon taf», ça peut être vécu comme un truc de, bah, en fait, ouais, mais tu devrais pas arriver comme ça avec ton sourire parce qu'il y a des gens qui aiment pas leur taf et en fait, quand Mmh. tu arrives en disant: «J'adore mon taf», bah, tu vois, il y a des Mmh trucs tout mh. bêtes que j'avais pas en tête et je pense que j'étais un peu inadaptée quand je suis rentrée. Sans méchanceté, je pense que Ouais. tu vois, j'avais Comment pas t les codes. comment tu as fait pour le dépasser, ça? Je pense que je l'ai toujours pas dépassé. Je pense que c'est un apprentissage. C'est ce que je te disais sur la pratique. Je pense que quand Mmh. tu commences à faire un truc, tu es toujours mauvais. Bah, quand j'ai commencé à bosser en France, je pense que ouais, j'étais assez mauvaise. Tu vois, un truc tout bête, moi, j'ai plus l'habitude, de faire des déj d'équipe. Mmh. On a toujours bossé devant le bureau et en fait, bah, j'étais aussi assez mauvaise, avec mes collègues parce que le midi, j'allais pas déjeuner avec eux et je pense Mmh. que tu envoies pas des bons signaux quand tu fais ça et le soir, en fait, ils allaient boire des coups et puis moi, je restais tard au bureau. Tu vois, Ouais. il y a plein de choses où j'ai vraiment appris au fur et à mesure. J'ai appris quand les gens, en fait, j'ai commencé à avoir des vrais rapports avec eux et qu'ils ont osé me dire, Mmh. tu vois, sans me critiquer, hein. Ils m'ont dit: «Bah, en fait, ouais, mais tu jamais là le midi». Ah bah tiens, ouais, c'est vrai que je suis jamais là le midi, mais en Mmh. fait, je suis pas là le midi parce que moi, j'ai pas la culture de prendre une pause déj de 1h30 parce qu'en fait, je Ouais. veux je veux travailler plus parce que je veux obtenir des résultats, parce qu'on m'a toujours appris que quand tu obtiens pas de Mmh. résultats, tu dégages et tu rentres chez toi et c'est comme ça que j'ai été élevée, Mmh. tu vois? Donc j'apprends encore et Bon, la route sera longue, mais en tout cas, ça vaut le coup et j'adore travailler en France et j'adore les Français. OK. Et qu'est-ce qui fait le shift à un moment donné où tu dis: «Ça y est, maintenant, je repars dans l'entrepreneuriat et voilà, je monte mes boîtes»? Franchement, hyper rapidement parce que, je me rends compte que dans mon entreprise, j'ai envie de faire plein de choses et en fait, bah, ça fait aussi partie des choses qui agacent. C'est-à-dire Ouais, que, OK. déjà, c'est drôle, donc on bossait dans une boîte de transport routier et je voulais absolument faire un podcast et ça avait OK. vachement énervé mon boss parce qu'il m'avait dit: «Ah, tu vas encore te rajouter un truc, mais en fait, tu as plein d'idées mais on peut pas tout faire, il faut choisir des choses» Mmh. et en fait, tu vois, il y avait vraiment ce truc de: «OK, sur l'année, il fallait que je déploie 3 projets et j'étais là: «Moi, en fait, je suis pas là pour faire 3 projets, je veux Ouais, que ça OK. cartonne» et si tu veux Mmh. qu'un truc fonctionne, moi, la seule certitude que j'avais, c'est que si tu veux avoir une bonne idée, il faut en avoir 1000 mauvaises. Donc en fait, tu as Mmh. intérêt à tester plus de 3 projets sur l'année, si tu veux avoir un Mmh. truc qui fait que tu dérouilles ta croissance, quoi et là, quand on m'a dit 3 projets sur l'année, je me suis dit: «Putain» et mon côté, tu vois, pas stratégique. Moi, je suis quelqu'un de l'opérationnel. J'ai Mmh. besoin de comprendre en faisant et du coup, quand on me demande d'être stratégique et de, tu vois, au doigt mouillé là, à l'instant, donner Mmh. 3 choses, 3 sujets sur l'année, je me Mmh. dis: «Bah, ça va être mauvais, quoi» et j'ai en fait, ça va pas au rythme où je voudrais que ça aille et surtout, on me dit Mmh. cette phrase qu'on m'a toujours appris à détester, on me dit: «Tu ne peux pas». Mon boss me Mmh. disait: «Tu ne peux pas tout faire» et j'avais des très bons résultats, mais il était assez, angoissé par cette partie-là de ma personnalité où je proposais tout le temps des nouvelles choses, je voulais faire plus et ça dérangeait un peu, tu vois? Parce que je pense que Ouais. dans l'équipe, ça donnait une impression de défocus. Et là, je me suis dit: «Fanny, en fait, si je veux avoir la liberté de montrer que je peux», parce que moi, on m'a toujours élevée en disant: «En fait, il y a rien que tu ne peux pas faire». Mmh. Mmh. Si je veux montrer que je peux, bah, en fait, il va falloir que je me mette à mon compte et c'est là où j'ai lancé ma boîte et après, tu vois, bah, j'ai fait les choses dans l'ordre. Mais par contre, dès que j'ai eu les signaux,
qu'un podcast pouvait marcher, en fait, j'ai acheté un micro et j'ai bouffé du contenu pendant 90 heures. Je me suis enfermée, j'ai rencontré des gens et puis après, go, quoi, c'était lancé. Et c'est ça qui me rend heureuse aujourd'hui. Je pense que j'avais besoin soit d'être aux États-Unis dans un poste où on me laisse de la liberté, soit d'être en France avec des gens qui ne me disent jamais ce que je peux pas faire. Ouais, je comprends. Et qu'est-ce que tu pourrais partager comme échec? Et par échec, j'entends des projets ou des choses où il n'y a pas eu les résultats que tu voulais. Et qu'est-ce que tu en as appris? Des échecs, des choses où j'ai pas eu les résultats escomptés. Je pense que le plus, celui que tu connais, en tout cas, celui qui me vient là, parce que je te l'ai déjà partagé, c'est mon premier podcast, Les Rendez-vous du co-marketing. Très bon exemple que, en fait, même si tu as déjà un peu d'audience, si tu suis pas une méthode, ton truc marchera pas. Et tu vois, je m'étais dit: «Bah, tiens, j'adore parler des collabs entre marques. Ma boîte fait des collabs entre marques. Je vais sortir un podcast sur les collabs». Bah non, en fait, même et c'est là où c'est important, hein, de se dire, même quand ça fait 10 ans que tu fais du marketing, tu es pas à l'abri d'une idée éclatée. Et en fait, c'est un contrôle continu, la vie. Tu es tout le temps en train d'apprendre. Il y a pas d'expertise, il y a pas d'instinct, il y a pas de gourou. Et tu vois, j'ai sorti ce podcast en me disant: «Ça va cartonner». J'ai pas écouté mon marché, alors que ça faisait 10 ans que j'avais compris qu'il fallait écouter son marché, mais je me suis fait un kiff et je suis allée dans le mur. Donc je l'ai payé, j'ai payé les pots cassés, c'est qu'en fait ça a pas du tout marché. Donc ça, c'est le premier truc et je trouve que c'est un vrai écueil. Quand tu es passionné par des sujets, c'est un vrai écueil et ça, je vous l'ai pas mal donné pendant la masterclass. C'est le truc principal. Quand tu as envie de faire un truc et qu'il y a pas de besoin ou il y a pas de demande, fais-le, mais n'attends pas des résultats. Parce qu'en fait, si tu fais un truc pour toi, tu seras le seul à le consommer, à l'écouter ou à le lire. Donc, il faut vraiment, même si tu as envie de faire un truc, il faut avoir la discipline de dire: «Je confronte mon idée au marché» ou alors je me fais un kiff. Voilà. Parce que honnêtement, tu peux tout à fait te faire des kiffs. Dans la vie, c'est Ouais. autorisé. Mais dans ce cas-là, voilà, sois pas déçu de pas avoir de résultats, de pas vendre ta ligne de t-shirt, ou que personne n'écoute ton podcast. Un autre échec que je peux te donner, qu'est-ce que ce serait? Oh là là, en ce moment, je suis en train de transformer mon appart en studio YouTube et j'ai plein de galères. Je commence un partenariat avec une marque qui s'appelle Homeworld et en fait, ils me demandent du coup de choisir mon bureau. Donc, c'est des bureaux assis debout. Et en fait, ma mentalité avec le nouveau studio, c'est que je veux en profiter pour faire plein de partenariats avec des marques qui cherchent de la visibilité, un peu future of work et tout. Et en fait, moi, je fais un espèce de showroom en même temps, tu vois, je trouve ça trop cool. Là, tu vois, je suis en train de boire du coco kombucha, c'est mon partenaire boisson. Donc, en fait, tous les entrepreneurs qui viennent, c'est une entrepreneure française qui s'appelle Laure, qui est géniale. Et en fait, elle lance sa boîte, elle a besoin de visibilité. Tu vois, elle m'envoie du produit. Moi, dès que je vais avoir tous les entrepreneurs de la French Tech qui passent par le studio, en fait, ils vont découvrir cette marque et peut-être que la prochaine fois, ils vont l'acheter. Et peut-être qu'il y aura ces produits à l'écran. En fait, je me dis, tu vois, toujours dans ma vie, je me dis, OK, comment est-ce que un truc individuel, tu peux en faire un rayonnement collectif? Et du coup, là, je suis en train de créer ce studio et premier partenariat avec cette marque Homeworld. Je lui commande, donc c'est une petite boîte française, je lui commande son bureau et là, le truc arrive et le set designer, donc c'est la personne qui fait qui meuble ton espace quand tu fais justement des captations vidéo, tout ça. Me dit: «Mais tu as fait n'importe quoi, c'est quoi les dimensions là?» Et en fait, il me dit: «Mais elle est beaucoup trop grande cette table et machin». Et tu vois, mon côté faire me fait aussi faire des erreurs parce que comme je fais beaucoup de choses dans une journée, je fais aussi beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses à peu près. Il faut être OK avec ça. C'est soit tu es perfectionniste, soit tu fais beaucoup de choses, mais du coup, il y a beaucoup d'erreurs. Donc tu peux pas avoir les 2. Et là arrive ce moment gênant où je dois appeler mon partenaire en lui disant: «Le truc que j'ai commandé, en fait, les dimensions ne vont pas. Donc merci beaucoup de m'avoir aussi offert la livraison. Mais en fait, faut le reprendre». Et du coup, là, mon partenaire me dit: «Pas de problème, je t'envoie un nouveau plateau, on se comprend pas». Donc il m'envoie que le plateau, sauf que les pieds sont pas de la bonne couleur. Je te passe les détails. Là arrive le moment, en fait, où dans des contraintes logistiques, tu rates des choses et tu es un peu comme quand tu fais ta prise de poste et que tu te dis: génial, tout s'est bien passé» et tu arrives et en fait, tu as l'impression de te taper l'affiche. Là, c'est pareil, tu commences à bosser avec un partenaire et tu as rien fait comme il faut ou tu as fait une grosse erreur ou tu as envoyé le mail sans pièce jointe. Des trucs comme ça, j'en ai 100 dans mes journées Fanny. Donc moi, ma vie est faite d'échecs et après, encore une fois,
le truc qui te sauve des échecs, c'est toujours l'état d'esprit positif. C'est avoir l'humilité d'appeler et dire: «Je suis désolée, c'est vraiment bête ce que j'ai fait, je regrette et je suis mal à l'aise de dire ça, mais là, voilà, là j'ai foiré, qu'est-ce que je peux faire?» Et dans ces cas-là, réparation. Qu'est-ce que je peux Mmh. faire? Est-ce que je peux prendre en charge la prochaine livraison? Est-ce que je peux faire plus que ce qui était convenu dans le cadre du Mmh. partenariat? Et ça passe, tu vois? Mais voilà, Mmh. je Mmh dramatise mh. pas, mais des erreurs comme ça, j'en fais des tas par jour et là, l'aménagement du studio, c'est hyper rock'n'roll. OK. Mais écoute, en tout cas, tu déculpabilises parce que je pense que j'ai le même type de fonctionnement. Je suis beaucoup moins stratégique et je suis beaucoup plus opérationnelle. Et le problème de ça, c'est qu'on fait plein de choses et on se plante plein de fois et parfois on répète les mêmes erreurs, ce qui est hyper énervant parce que bah, enfin, je ne vais jamais apprendre. Et en fait, c'est un type de fonctionnement. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais voilà. Merci de déculpabiliser les gens comme nous. On fait au mieux. On fait au mieux. Quand tu regardes tout ton parcours, qu'est-ce que tu as comme émotion qui te vient? J'ai l'impression que je suis au tout début. J'avais la chance d'être invitée, sur, un plateau BFM Les femmes dans la tech Ouais. et j'étais avec la présidente de la French Tech et la présidente de Women of Influence et moi, qui lance Refer et qui a un podcast tech et en fait, je me dis: «Waouh!» enfin, je me sens tellement comme un bébé entrepreneur. En fait, je pense que je suis une vieille Waouh, marketeuse. c'est fou. Je suis une vieille marketeuse, mais je suis un bébé entrepreneur. Tu vois, le podcast, il a 2 ans, mon podcast. Dingue. Donc, il a non, il a même pas 2 ans. Oh là là, il a 1 an et demi. Il a 1 an OK. et 3 mois, même. Donc Waouh. mais parce que je parlais de les rendez-vous du co-marketing, mais en fait, Marketing Square, effectivement, il a 1 an et 3 mois. Enfin, en gros, tu vois, quand je pense à mon parcours, il y a pas grand chose qui me vient, Fanny, parce que je me dis, en fait, là, j'ai vraiment l'impression que ça vient de commencer. Que je suis en fait, j'ai mis les briques élémentaires, pour pouvoir, lancer mes projets en partant pas de zéro. Mais j'ai pas l'impression d'avoir un parcours, tu vois? J'ai l'impression que j'ai une C'est histoire. dingue ça! Mais oui, ça attends, ton histoire J'ai depuis une le début, histoire. tu vois? Alors, je parle pas juste de l'entrepreneuriat qui est peut-être au début, mais par rapport à ton parcours, aller à New York, enfin, tu vois, toutes Ouais. ces histoires-là, quoi. C'est hyper riche, c'est fou comme parcours. Eh ben, tu me fais plaisir, c'est gentil, mais voilà, enfin, une émotion que m'inspire mon parcours, c'est que je me dis, je suis assez excitée parce que je me dis, en fait, ça commence juste et voilà, il y a plus qu'à. Mais tu vois, Donc moi, je vraiment regarde pas tourner trop le vers temps. l'avenir. Oui, Ouais, c'est ça, ouais, ça c'est tourner vers vrai. l'avenir. Mais ça va OK. avec le côté, tu vois, j'intellectualise assez peu, le côté imbécile heureux, c'est que j'intellectualise tellement peu que, tu sais, je regarde pas beaucoup derrière. Je me dis plutôt, bon, OK. voilà, je regarde beaucoup le présent, et Ouais. je gère les sujets au jour le jour et comme je te dis, il y a toujours des choses que je rate. L'avantage des choses que tu rates, c'est que si tu t'excuses et que tu es gentille, c'est très rare que les gens ils t'en tiennent OK. rigueur ou que tu fasses des trucs vraiment irréversibles, voilà. OK. Eh bien, écoute, si on regarde devant, du coup, mais quels sont tes rêves pour la suite? Mes rêves pour la suite, continuer à être, très très heureuse, rendre heureux les gens qui m'entourent. Tu vois, on en parlait dans l'émission, justement BFM, c'est ce truc de on parlait de les femmes dans la tech, il y en a pas beaucoup et on parlait de Mmh. comment faire, donc sensibiliser, éduquer, tout ça et en fait, on a tous et toutes un rôle à jouer là-dedans. Il faut commencer par se responsabiliser et se dire que chacun à notre échelle, avec des bras, des idées, un média, une boîte, on peut tous, en fait, faire en sorte que les femmes dans la tech, ça devienne plus important. Et le premier truc pour moi, Fanny, c'est me responsabiliser. Et je me dis toujours, quand il y a un truc sur lequel je peux avoir de l'impact, même si c'est un impact éclaté au sol, j'essaye de l'avoir. Et tu vois, mon podcast, aujourd'hui, je me suis toujours dit, je veux pas des gros invités, je veux des vrais généreux, je veux des gens Mmh. qui ont des choses à dire et qu'on voit pas assez. Donc, je m'en fous de la gloire, je m'en fous d'avoir plus d'audience. Mais par Mmh. contre, je me dis, si à la fin de la journée, il y a des gens, comme c'est le cas sur Marketing Square, qui me disent, en fait, ton podcast, il y a eu un avant et un après. Tu m'as Ouais. fait signer des clients, tu m'as fait sortir de mon syndrome de l'imposteur, tu Mmh. m'as fait Mmh. avoir des nouveaux abonnés. En fait, ce putain de truc de te dire à la fin de ton année ou à la fin de ta vie ou à la fin de ton parcours, en fait, j'ai porté les autres avec moi, j'ai fait du bien et j'ai Mmh. lift others, tu vois, je les ai élevés. Et ben, ce Mmh. truc-là, tu vois, ça fait que j'aurais réussi mon année, mon parcours, ma carrière ou ma vie. OK. Waouh, magnifique. Ben écoute, je vais te poser la dernière question signature du podcast. C'est qu'est-ce que tu conseilles aux gens qui écoutent le podcast pour que à leur tour, ils vivent leur meilleure vie? Responsabilisez-vous.
Donc voilà, ça va être ça. Déchaînez-vous, enlevez vos chaînes et en fait, il y a pas de vous avez pas d'autres limites que vous-même. Alors évidemment, on en trouve toujours, hein. On en trouve toujours. Mmh. «Ah mais je peux pas quitter mon CDI. Ah mais je peux pas lancer mon podcast parce qu'on va se moquer, parce que machin». Mais en fait, si vous regardez à la fin de la journée, vous prenez un stylo, vous vous dites: «OK, qu'est-ce qui m'en empêche?» Regardez bien les raisons, regardez celles sur lesquelles vous pouvez agir. Mais je parie que vous pouvez agir sur toutes. Donc faites ce test et c'est toujours un truc très salvateur en fait, c'est déjà commencer à passer à l'action. Donc, si vous avez des pensées limitantes, j'allais dire militantes, ça marche aussi, des pensées qui militent contre vous, si vous avez des pensées limitantes, écrivez-les. Et quand vous allez les écrire, vous êtes déjà dans la démarche de faire. Quelque chose me dit que vous allez devenir addict à faire. Donc, faites-le. Passez à l'action dès maintenant. Une petite action comme écrire sur un morceau de papier ce qui vous empêche d'agir, c'est déjà le début d'une action. Donc voilà. Et puis surtout, si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, à me dire si je peux faire quelque chose pour vous. Et ce serait un grand bonheur d'avoir vos retours parce que vous le savez, on n'a jamais de cesse d'apprendre et j'adore quand on me dit voilà comment on a trouvé le podcast. Est-ce que c'était long? Est-ce que je parlais trop vite? Est-ce qu'il y avait trop de franglais? Voilà, c'est un truc qui me ferait très plaisir, c'est de à mon tour recevoir un petit message de vous. Ok, super. Et alors, où est-ce qu'on peut te retrouver ou te contacter pour que justement les auditeurs t'envoient leur retour? Pas dur à trouver. Instagram, Caroline Mignot. LinkedIn, Caroline Mignot. Je pense que c'est les meilleurs canaux. Et puis merci Fanny pour ton invitation. Et évidemment, si vous avez aimé cet épisode et que vous êtes trop timide pour m'écrire ou que tout simplement vous avez l'âme un peu samaritaine, laissez un avis sur Apple Podcast à Fanny pour lui dire j'ai adoré l'épisode et Fanny c'est trop bien ce que tu fais et on est à fond derrière toi, on t'encourage. Voilà, je pense que la solidarité c'est clé et si vous avez aimé ce podcast, ce serait un très très beau geste que de le pousser et de le rendre plus visible sur les plateformes. Un tout grand merci Caroline et bien sûr même chose pour Marketing Square, le podcast de Caroline. Un tout grand merci et puis à bientôt. Salut Fanny, ciao à tous. J'espère que le podcast vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à noter 5 étoiles et commenter le podcast sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose des formations et du coaching pour vous permettre de créer votre meilleure vie. Contactez-moi pour plus d'informations.